Eh bien, bonjour à tous et à toutes pour ces deuxièmes rencontres de l'AFB avec un sujet aujourd'hui qui évidemment est un sujet sociétal, est un sujet d'importance. C'est un sujet que les banques connaissent bien et il a été souhaité de pouvoir faire un point sur la mixité et toutes les actions qui peuvent être menées par les acteurs de la banque en matière de mixité entre les femmes et les hommes dans les métiers bancaires. Je passe tout de suite la parole à Maya Attig, directrice générale donc, de la FBF AFB, qui va pouvoir nous faire un petit mot pour l'ouverture de ces tables rondes. Merci beaucoup Olivier Peraldi. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous accueillir pour ces rencontres bancaires avec les partenaires sociaux, avec de nombreux acteurs venant des banques, avec des invités extérieurs à notre secteur, pour ce sujet qui effectivement est à la fois au cœur des préoccupations de la société et puis au cœur de la performance des entreprises. Quoi de plus caricatural que le banquier homme, avec son costume à rayures, son cigare? Et qu'est-ce qui est plus loin de la réalité que cette caricature? Eh bien, tout simplement, pour brosser quelques faits, quelques chiffres, nous sommes là pour partager sur toutes les expériences qui font que cette caricature est loin d'être la réalité et qu'il y a encore beaucoup à faire pour complètement l'effacer du paysage et la reléguer au rang des souvenirs. Alors, parmi ces chiffres, un chiffre très simple, les femmes, c'est quasiment 57% des effectifs de la banque, c'est 65% des chargés de clientèle, et c'est même la moitié parmi les chargés de clientèle entreprise, donc face bien souvent à des hommes, chefs d'entreprise. C'est aussi parmi les cadres une parité quasi parfaite, à 48-49%, en hausse de 4 points depuis moins de 10 ans, donc une hausse qui est tout de même assez dynamique, et de très nombreuses actions entreprises bien avant 2014. Je voudrais rappeler avec une très grande fierté que la banque a été le premier secteur à signer un accord paritaire sur l'égalité. Voilà, première branche à avoir signé un accord dès 2006, et puis de très nombreuses actions depuis les années 2000, certaines qui seront évoquées ici, des actions dans le dialogue social, des actions par l'innovation RH, par différents dispositifs. Et donc, ce que je voudrais souligner, c'est que, évidemment, je l'ai dit, c'est un enjeu de performance, c'est un enjeu de motivation, puisque nos viviers sont aujourd'hui assez souvent, au fond, loin de la parité, si je parle des écoles d'ingénieurs, si je parle des plus hauts niveaux d'études dans l'université. Néanmoins, le décalage entre le vivier et les fonctions dirigeantes nécessite de prendre en compte l'enjeu de la mixité tout au long de la carrière. Voilà. Donc c'est pour parler de l'ensemble de ces actions collectivement et de tout ce qui reste à accomplir aussi avec beaucoup de motivation, beaucoup d'engagement que je suis très heureuse de vous accueillir ainsi que tous nos invités dans ces rencontres. Merci. Bonne table ronde à tous. Merci beaucoup Maya Attig pour ce mot d'ouverture sur nos tables rondes. Immédiatement, nous allons donc commencer cette première table ronde qui porte sur les enseignements. Maya Attig l'a rappelé, il y a de nombreuses années déjà que le secteur bancaire s'est engagé dans des politiques, au fond, qui visent à la mixité dans les différents métiers. Et donc cette première table ronde est consacrée en fait aux enseignements que l'on peut tirer aujourd'hui, le point que l'on peut faire aujourd'hui, l'état des lieux que nous pouvons faire sur tous les aspects soulevés par cette question. Je présente rapidement donc nos intervenants. Caroline Courtin, bonjour. Donc vous êtes, alors je reprends mes petites fiches bien sûr. Vous êtes responsable diversité, égalité, je ne vais pas me tromper dans l'intitulé, responsable diversité, égalité et inclusion au groupe BNP Paribas. Absolument. Voilà, Madame Dominique Carlac, vous êtes vice-présidente du MEDEF et vous vous êtes engagée de longue date dans la mixité, alors au sein du MEDEF, et puis peut-être aussi dans d'autres actions, vous nous en parlerez tout à l'heure. Je veux reprendre alors bon,
évidemment, j'ai pas la fiche, pardon. Voilà. Pardon, voilà, c'est de notre côté, évidemment. Donc, Marie-Béatrice Vigneault-Lousteau, vous êtes, vous, donc, à la Société Générale. Et vous allez me redire donc l'intitulé exact de votre... Je suis responsable des talents, leadership et diversité. Voilà, pour le très groupe bien. Société Générale. Merci beaucoup. Madame la députée, vous êtes députée du Tarn, vous êtes une ex-banquière, c'est cela? Vous êtes toujours en disponibilité. Alors, c'est très intéressant parce que... Je ne travaille plus pour la banque. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et vous connaissez donc bien le quotidien des banquières. Et en tant que député, vous allez pouvoir nous donner aussi votre regard donc d'élu de la nation. Oui. Merci Marie-Christine Verdier-Jouclas d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Mireille Héribéry. Bonjour. Bonjour, vous représentez, vous êtes la chef de file Voilà. de FO pour la banque. Et donc là aussi, votre regard va être très intéressant dans le débat aussi pour pouvoir échanger sur la façon aussi dont vous percevez tout cela et les conclusions que vous pouvez en tirer aussi. André Guituroche, bonjour, vous êtes donc directeur des affaires sociales de l'AFB. Et donc le point de vue également de la branche sera tout à fait intéressant pour compléter évidemment tous les débats. Merci donc à tous. Je précise pour ceux qui nous regardent que nous sommes concertés pour savoir si ceux qui prenaient la parole dans ce lieu aéré, ceux qui prenaient la parole pouvaient poser les masques et tout le monde était d'accord là-dessus. Je préfère le préciser pour que finalement toutes les règles soient respectées. Je voulais commencer par Monsieur André Guituroche. Pour lancer le débat, en fait, quel est votre constat à vous sur ces 10, peut-être 20 ans même de travail de la banque et de la branche et aussi des entreprises donc sur ce sujet de la mixité dans les métiers? Le constat de la banque, je vais reprendre finalement une partie de l'introduction de Maya Attig. C'est une branche qui, finalement, d'abord, c'est beaucoup féminisée. Donc par rapport à d'autres branches, nous, on est à plus de 57% de femmes dans nos effectifs. On a un des taux de femmes cadres les plus élevés, et puisqu'on est à près de 48%, et aujourd'hui, presque 6 femmes sur 10 sont cadres au sein de la banque. C'est pour ça qu'on trouvait justement intéressant d'avoir ce débat au niveau de notre secteur, parce que je pense qu'on a, je ne veux pas dire qu'on a un temps d'avance, mais on a, par notre situation, dû travailler très tôt sur le sujet et veiller à mettre en place les conditions de réussite de plus d'égalité. Aujourd'hui, si je prends un chiffre, par exemple, sur les promotions, 60% des promotions dans la banque, ce sont des femmes qui sont promues. Donc c'est un chiffre qui pour moi est très porteur, parce que c'est sur ces indicateurs-là que l'on voit vraiment s'il y a du progrès ou pas. Et on sait qu'on doit progresser. Donc 60% de promotion, je pense que c'est clé, et c'est aussi clé sous l'angle de la promotion, je dirais même de la situation des femmes en général. C'est-à-dire que dans la banque, les femmes gagnent en moyenne 50% de plus que le salaire moyen des femmes en France. Donc ça veut dire que c'est aussi un secteur qui travaille qui contribue à cette émancipation des femmes sur des métiers de haut niveau, sur des métiers essentiellement de cadre. Donc là aussi, à ce titre-là, on a, je pense, une responsabilité dans la promotion de l'égalité. Alors Caroline Courtin, on le voit bien, il y a des mesures donc finalement peut-être de rattrapage. Quand André Guituroche nous indique que 60% des promotions en fait ça bénéficie à des femmes, on va dire, on parle bien de mesures de rattrapage. Et pour la BNP Paribas, la question de la mixité n'est pas nouvelle puisque vous avez démarré il y a fort longtemps déjà. Oui, alors je pense que comme beaucoup d'entreprises, on a démarré dans les années 2000. On parlait des années 2000 tout à l'heure. Le premier accord sur la diversité, il date de 2004. Donc là, on a signé l'année dernière un 4e accord. Chaque accord renouvelé s'enrichit, s'élargit.
Dans le dernier accord, on a rajouté des choses sur la rémunération, on a rajouté des choses aussi sur les violences, voilà, qui est un sujet qui nous tient à cœur. Mais effectivement, ça progresse. Alors, j'ai entendu beaucoup de chiffres et dans les banques, on adore les chiffres. Voilà, on est extrêmement chiffré et c'est quelque chose que l'on regarde beaucoup par les chiffres, mais pas que. Le chiffre permet d'objectiver une situation. Alors, effectivement, nous, on y travaille depuis très longtemps. La réalité, quand même, c'est qu'en 2011, quand notre DG actuel prend ses fonctions, il n'y a pas de femme au COMEX. Donc, on travaille depuis longtemps, on avance, mais voilà, 2011, pas de femme au COMEX, première femme, je la salue, Marie-Claire Capobianco, voilà, qui est vraiment une femme extraordinaire. Et puis, aujourd'hui, on est à 30% et on a un objectif à 40% sur 2025. Donc, on voit bien que ce sujet de la mixité, certes, il a démarré il y a longtemps, mais il s'accélère. Il s'accélère parce que les femmes sont prêtes depuis longtemps, je pense, et qu'aujourd'hui, on a des hommes qui s'en préoccupent de plus en plus de ce sujet de la mixité. C'est ça, donc des chiffres quand même, hein, des objectifs chiffrés Obligé. en tout cas. Hein. Voilà, obligé. On y reviendra sur les objectifs chiffrés. Marie-Béatrice Vigneault-Lousteau, du côté du groupe Société Générale. Là aussi, il y a eu un engagement fort depuis quelques années déjà. Pouvez-vous nous dire les 2-3 grands axes qui motivent l'action ? Il y a effectivement des accords. On est engagé sur ce sujet de la mixité depuis déjà plusieurs années. Et j'ai envie de dire c'était nécessaire. Et je vous dirai peut-être pourquoi après. Ça me paraît encore... il y a encore d'autres étapes à passer qui seront intéressantes. Mais effectivement, ça fait déjà plusieurs années, depuis 2013 par exemple, qu'on a un accord avec les partenaires sociaux pour revoir les rémunérations des femmes qui le nécessitent avec, je dirais, tout un barème ou en tout cas des calculs qui permettent de vérifier celles qui seraient décalées et qui ne seraient pas justifiées, avec des montants qui sont négociés avec les partenaires sociaux et sur lesquels on leur rend des comptes. Voilà, donc ça fait depuis 2013, on a... je dirais des enveloppes de l'ordre de 15 millions d'euros. La dernière enveloppe, on est sur des accords de 3 ans. Donc la dernière enveloppe, elle concerne cette année. Donc je pense que ce sera, enfin on verra, mais ce sera sans doute amené à être prolongé. Donc on a ce type d'accord. On a également, on suit évidemment le nombre de promotions des femmes de manière à ne pas dégrader la représentation, voire à l'encourager. Quand on fait des promotions de femmes, on regarde aussi systématiquement les retours de congé maternité. Donc on a tout un ensemble de mesures qui font partie, je dirais, de ce qu'on appellerait les bonnes pratiques. Et c'est vrai qu'ils sont installés depuis déjà assez longtemps. Sur lequel on est assez combatif, hein, je crois quand même, et sur lequel je dirais que plus le temps passe, plus elles sont évidentes. C'est-à-dire que, et ça c'est peut-être dans les enseignements, c'est-à-dire que au départ, c'était sans doute difficile à entendre pour un certain nombre de managers. Aujourd'hui, ça fait partie des choses habituelles que de regarder ces critères-là. Donc ça, c'est sans doute... Oui, je pense. On peut passer à une étape supérieure. Alors voilà, je pense que tout cela va rester nécessaire, mais pas suffisant. Et je dirais qu'il y a peut-être deux éléments qui sont un peu nouveaux. C'est le fait qu'aujourd'hui, le sujet de la performance n'est plus tellement une question. C'est-à-dire que c'est quand même acquis, et je pense que ça ne l'était pas il y a 10 ans ou il y a 15 ans, que la diversité, alors au sens large, mais et l'égalité entre les hommes et les femmes en tout cas, apporte de la performance. Et alors peut-être certains ne le reconnaissent pas, mais en tout cas ils le disent moins. Et ça devient plus évident aujourd'hui que cette diversité, et notamment la diversité genre homme-femme, elle est vecteur de performance. Ça, c'est très important. L'autre point également, c'est que les jeunes générations la demandent. C'est-à-dire, pour eux, c'est évident. Et aujourd'hui, on est quand même des employeurs qui nous voulons responsables, qui nous voulons attractifs. Alors, en plus, dans les jeunes générations, ils ne rêvent pas tous d'aller dans des grandes banques. Hein. Donc, si en plus, on n'amenait pas je dirais, cette diversité et cette tolérance et cette égalité des chances,
on se prive de talent et puis on se prive d'attractivité employeur. Voilà, Oui, donc ça, c'est... Pardon, mais là, vous allez un peu vite, on va y revenir sur les questions de recrutement et de repérage, des talents, des motivations, etc. On va y revenir. Je vais me tourner vers Dominique Carlac. Vous avez parlé à un moment donné d'un MEDEF exemplaire. Au moment où vous avez, vous me dites si on se trompe, si je me trompe, au moment où vous avez souhaité lancer un réseau de femmes au sein du MEDEF. C'était il y a 2 ans? Il y a 3 ans. 3 ans. Est-ce que le MEDEF est exemplaire désormais? Il est exemplaire parce qu'il s'est donné des objectifs et qu'il en a fait le cœur de sa mandature. Pas seulement, il y a plusieurs cœurs qui battent. En fait, le MEDEF, comparativement aux témoignages qu'on a aujourd'hui dans le secteur bancaire de la part d'entreprises du secteur de la banque, le MEDEF est une organisation institutionnelle, presque politique. Donc on peut difficilement comparer le MEDEF à une entreprise, même si le MEDEF représente les entreprises. Mais c'est un bon laboratoire. C'est un bon laboratoire pour savoir ce qui se passe et qu'est-ce qu'on peut influencer dans le monde de l'entreprise et dans la société dans son ensemble. Et force est de constater que nous n'étions pas exemplaires. Quand moi j'ai vu ce qui se passait dans ce lieu que je ne connaissais pas, qui était un lieu plus d'influence, un lieu plus politique, comparativement à ce que je connaissais dans l'entreprise, nous n'étions pas exemplaires. Et c'était bizarre parce que la genèse du mouvement Femmes du MEDEF et du réseau Femmes du MEDEF que j'ai lancé était paradoxale, c'est-à-dire rien n'interdisait à une femme d'être candidate à un mandat, rien ne l'y obligeait non plus, mais il y avait un état de fait qui était que les femmes n'émergeaient pas. Donc c'est ce que probablement... Il y a eu une présidente au MEDEF. Oui, mais si vous regardiez au début de la mandature de Geoffroy Roux de Bézieux, il y avait 8% de femmes dans les instances du MEDEF. Et donc, moi, je n'avais pas conscience de ça, très réellement. Je n'avais pas du tout conscience de ça. Je suis femme de champ d'entreprise. Je n'ai jamais considéré que c'était une question. Je suis dans une PME. Donc, ce n'était pas une question pour moi. Et puis, quand je suis entrée en campagne à la succession de Pierre Gattaz, il y a 3 ans, je fais ma campagne sur la base de convictions, sur la base d'idées, de propositions que j'avais. Et puis, un jour, j'arrive dans un oral, dans une audition, et quelqu'un pose une question à son voisin et dit « Tu connais Dominique Carlac ?» J'ai un prénom masculin et féminin. Et le voisin lui répond « Non ». Et le questionneur lui fait une affirmation, il dit « Tu vas voir, c'est une femme, mais elle est pas mal ». Et là, je me suis dit « On a vraiment du travail. On a vraiment du travail à faire dans nos instances. » Parce que moi, je m'étais portée candidate, non pas pour être une héritière d'une précédente présidente, mais c'est parce que j'avais des convictions, des propositions, une vision de l'économie, de la société. Et j'étais très étonnée qu'on me renvoie finalement à ma singularité de femme. Tu vas voir, elle est pas mal, c'est une femme. Ou c'est une femme, elle est pas mal. Donc je me suis dit, pour la première fois de ma vie, j'allais avoir 50 ans, je me suis dit, là, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose de volontariste. Et c'est là où vous créez le réseau. Et c'est là où j'ai créé le réseau, parce que quand j'ai gratté un peu les chiffres, je me suis rendu compte qu'il en était 8%. Et donc, j'ai dit à Geoffroy Roux de Bézieux, à son installation, nous devons créer ce mouvement Femmes du MEDEF. Et je dois dire 2 choses quand même, de saluer 2 hommes. C'est que dans mon programme de campagne, j'avais un certain nombre de propositions, dont la création de Femmes du MEDEF, parce que je voyais bien à travers les auditions qu'on n'était quand même pas beaucoup. Et Geoffroy Roux de Bézieux a souhaité en faire un objectif de son mandat. Et c'est là où on devient exemplaire, parce qu'on associe au statut du MEDEF une charte qui vise justement à tendre vers la parité de nos instances. Et avec le rôle des hommes aussi, là aussi on va en reparler. Tout à fait. Mireille Ribéry, quand vous entendez ce type de témoignage, au fond, vous retrouvez aussi par exemple sur peut-être une certaine timidité. Alors je ne sais pas si c'est le terme, vous me reprendrez les unes et les autres. Alors timidité non, parce qu'on a effectivement des femmes qui s'affirment de plus en plus, oui. À tous les niveaux, donc ce n'est pas une question de timidité. C'est une question de leur laisser une place ou de leur permettre de prendre une place, non pas la place d'eux, mais avec. Et on a encore quelques difficultés.
je pense, dans les entreprises, de laisser cette place-là aux femmes pour qu'elles puissent s'affirmer et porter leur pierre à l'édifice. Alors que ce soit dans les banques, mais que ce soit dans les syndicats aussi. Il y a un vrai travail à mener. Vous parliez de réseaux tout à l'heure. Je sais que dans les banques, il existe des réseaux féminins, oui. mais qui sont relativement fermés, qui concernent essentiellement des cadres de haut niveau ou des cadres dirigeants, mais très peu de cadres, on va dire, de base, et qui pourraient justement amener certaines femmes à prendre la place qui doit être la leur dans les entreprises. Donc je pense qu'il y a un vrai travail à faire à ce niveau-là, d'ouverture notamment de ces réseaux-là. Donc, un vrai lien sur la démarche de réseau. Oui, bien sûr. Pour aussi oser, peut-être. Bien sûr. Bien sûr, pour oser et pour se soutenir aussi entre femmes. Oui, les hommes fonctionnent comme ça. Les réseaux masculins existent et fonctionnent. Ça n'est pas naturel pour les femmes, mais il va falloir que ça le devienne. Non pas pour imiter les hommes, ce n'est pas le but, mais c'est vraiment pour gagner en confiance et prendre la place qui doit être la nôtre. C'est la même chose pour les députés? Alors moi j'ai plein de choses à dire. Alors à la fois avec ma casquette bancaire et à la fois avec ma casquette d'élu. Moi si je suis là, c'est parce qu'Emmanuel Macron a voulu la parité. Sinon je pense que je ne serais pas là. Parce que je crois, mesdames, que le premier frein pour qu'une femme puisse partir à une élection ou puisse postuler quelque part, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes parce qu'on se demande toujours si on est capable de. Les hommes ne se posent jamais la question. Nous, on se la pose. Après, il y a le problème de la disponibilité, du travail qu'on pourra faire. Parce que généralement, quand on s'engage à fond et on a besoin d'être présente. Et puis, il y a aussi la vie de famille, malgré tout. Parce que bon, même si on veut l'égalité, majoritairement quand même, on a envie aussi de s'occuper de notre vie de famille. Et donc, quand je dis que je suis ici parce qu'Emmanuel Macron a voulu la parité, c'est parce qu'au mois de janvier, j'avais préparé ma candidature, mais je ne l'avais pas encore envoyée. Il a fait une vidéo sur YouTube en expliquant qu'il n'avait pas assez de candidats femmes, qu'il voulait absolument autant de candidats hommes que de femmes. Il a fait tout un laïus sur justement la capacité, la possibilité. Et c'est ce qui m'a fait candidater. Bon, après, il y a eu les élections, j'ai été élue, etc. etc. Donc, vraiment, je crois que c'est important parce qu'au début, moi, j'étais contre l'obligation de parité. Parce que je trouvais que, franchement, c'était un peu dévalorisant. Mais au final, cette obligation de parité, et qu'on accentue avec toutes les lois qu'on est en train de faire, on va examiner une autre loi cette semaine, ça permet d'envoyer juste un message aux femmes pour expliquer qu'elles peuvent le faire, qu'elles peuvent y aller. Et je crois qu'on a vraiment gagné énormément. Et dans le monde bancaire, là je reviens avec ma casquette bancaire, on a fait d'énormes progrès. Parce que moi, je me rappellerai quand même toujours qu'en 97, je n'étais pas du tout cadre à l'époque, parce que ça fait 30 ans que je travaillais à la banque, je me suis sentie obligée de demander un rendez-vous à mon directeur commercial pour expliquer que j'allais faire mon 3e enfant, que j'allais prendre le congé de maternité auquel j'avais droit, mais que je ne voulais pas qu'il me classe dans la catégorie femme au foyer, que je comptais bien revenir et que je comptais bien me faire ma place et être cadre à un moment donné. Et vous avez été entendue. Et j'ai été entendue. Mais je me suis sentie obligée d'y aller. Bon, heureusement, les choses ont évolué. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Dans la banque, je pense qu'on a quand même un problème entre le premier niveau. Vous l'avez dit, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, mais c'est des agents, c'est des conseillers. Même on a plus de femmes que d'hommes et ça pose un problème parce que du coup, on est obligé, je vais le dire, je ne sais pas si c'est toujours vrai, 4 ans se sont passés, mais de diminuer un peu le niveau d'exigence parce que quand on a des candidats garçons, au final, c'est un peu l'inverse. Comme on veut quand même respecter un équilibre, on est moins exigeant du coup avec les garçons quand on a une candidature femme et une candidature homme. Par contre, dès qu'on passe au-dessus du cadre opérationnel, où là ça va encore, il y a beaucoup de femmes qui arrivent à percer, ça devient quand même plus compliqué. Et même dans des grands groupes bancaires, à partir du N, N-1, N-2, je trouve que quand même encore il y a des progrès à faire, même dans le monde de la banque. Alors, il y a des progrès à faire dans le monde de la banque, bien sûr, et il y a aussi beaucoup de choses qui ont été faites. André-Guy Turoche, quand on prend le résultat à l'index, qui est un vrai sujet, puisque évidemment, il y a une approche, il y a une évaluation, donc les banques sont engagées évidemment dans cette démarche. Et en fait, le résultat, vous pouvez nous parler des résultats tels que vous le voyez?
je ne suis pas venu avec les chiffres par cœur, mais parce qu'on est sur des taux très élevés. Je pense qu'on est l'une des fédérations qui a l'un des plus... Enfin, en regroupant les résultats des entreprises, qui a l'un des taux les plus élevés parmi les autres secteurs. Donc, ça montre cette avance qu'a pris la banque que j'évoquais tout à l'heure. Donc, je pense que pour nous, c'est presque un indicateur qu'on doit garder. Mais on est presque, maintenant, on doit le dépasser. Maintenant, c'est une base. Il est important, il est sécurisant. On a souvent des débats avec une organisation syndicale en disant on va y venir. Il ne faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt. Attention, ne vous endormez pas sur l'index. Donc, j'ai bien entendu, on ne doit pas s'endormir sur l'index. On a des taux très, très élevés. Alors, sauf dans une petite catégorie sur les fameuses diplômes de rémunération, on pourra en reparler. Mais à part cette catégorie un peu particulière, sinon, on est, je dirais, très bon partout. Et je dirais, heureusement, vu les efforts que les banques ici présentes ont engagés depuis des années. C'est bien le résultat, effectivement, des efforts des banques, puisque c'est le résultat du secteur, c'est l'addition des résultats des banques. C'est vrai que 97% des entreprises qui sont au-delà des 75 points, ça mérite d'être souligné quand même. Il n'y a pas beaucoup de secteurs économiques qui atteignent aujourd'hui, j'ai envie de dire malheureusement, mais qui atteignent ce score. Et ce score est... Alors, il y a évidemment des items, André-Guy, tu l'as rappelé, qui doivent continuer à être travaillés. Mais c'est aussi parce qu'il y a un certain nombre et là je me tourne vers vous, Caroline Courtin, il y a aussi un certain nombre de mesures qui ont été prises en compte déjà et qui sont des dispositifs qui sont mis en œuvre, des programmes qui sont suivis. On parlait de conciliation vie familiale professionnelle par exemple. Là aussi, si vous pouviez nous illustrer aussi les initiatives que votre groupe a mis en place. Oui, alors il y a pas mal de sujets qui ont été mis notamment dans l'accord diversité. On a un accord européen, nous aussi, on a un accord monde qui a été signé en 2018. Donc voilà, c'est aussi un sujet qui ne concerne pas que la France. Moi, je voudrais dire deux choses. D'abord, sur les rémunérations, je reviens, il faut faire attention à ce qu'on dit. Hein. Moi, je trouve que la banque fait énormément d'efforts. On fait des efforts depuis 2004. Et ce sujet de l'égalité professionnelle, c'est un sujet dont on doit s'occuper tout le temps et tous les jours. C'est-à-dire que le sujet de l'égalité professionnelle, c'est vraiment un chemin, c'est un long chemin, donc on fait des progrès. Quand on regarde en arrière, on se dit quand même, on a bien travaillé. Quand on regarde devant, on se dit, bon, ben voilà, il reste encore des choses à faire. Ouais. Et donc, tous les jours, il faut s'y mettre. Et sur les rémunérations, je voudrais juste dire deux choses. Effectivement, quand on compare à poste égal, on se dit on est bien. Mais sauf que si dans certains métiers, on n'a que des hommes et que dans d'autres métiers, on n'a que des femmes, on peut avoir un sentiment qu'on a très bien travaillé, mais cette absence de mixité des métiers fait qu'on va avoir des métiers extrêmement rémunérés pour les hommes et des métiers peu rémunérés pour les femmes. Et donc à la fin, on a un index qui est super, sauf que quand on essaye d'arriver dans les COMEX, on a des filières RH, marketing, communication, où il n'y a que des femmes, et puis d'autres filières, on parlait des ingénieurs, où on n'a que des hommes. Et donc quand on arrive effectivement dans les top rémunérations, et dans le top management, on est embêté parce qu'on n'arrive plus à faire monter les gens. Donc, moi, je pense que le vrai sujet, quand même, c'est le sujet de la mixité des métiers, qui est un sujet qui est extrêmement important, qui est un sujet de toutes les générations. Et on a devant nous des sujets du digital dans les banques. Voilà, je fais une petite parenthèse, mais c'est un sujet qui est important, où on a peu de femmes. Vous parliez tout à l'heure des femmes qui, à un moment donné, prennent leur place, viennent sur ces sujets-là. Nous, on a lancé un programme qui est un programme de reconversion, entre guillemets. C'est-à-dire quand vous n'avez pas de connaissance du digital, vous voulez faire data scientist, vous voulez faire... Voilà, il y a des programmes, on appelle ça de l'upskilling ou du reskilling. C'est des grosses formations de 700 heures qui vous permettent, 900 heures qui vous permettent de changer. On a mis ça en place il y a 2 ans. Première promotion, 26% de femmes. Donc là, on se dit, voilà, on investit dans les métiers de demain et les femmes ne sont pas là. On a travaillé avec les Digital Ladies, que je salue, qui est une vraie association super, et on a fait des événements, non pas en faisant venir les femmes, mais en invitant les femmes à venir avec leurs filles, leurs nièces,
leurs filleuls, parce que quand on les invitait, elles ne venaient pas. Et quand on leur demandait de venir avec la génération d'après, elles venaient. Et une fois qu'elles étaient là, donc on parlait orientation scolaire avec les jeunes et on parlait orientation professionnelle avec les femmes qui étaient venues. Eh ben, on est passé en 2 ans de 26 à 44%. Beaucoup de femmes n'osent pas aller sur certains métiers qui sont des métiers très rémunérateurs dans les banques. Et donc, il y a un vrai travail, et je suis d'accord avec vous sur les réseaux d'alliés. Il faut embarquer les hommes, il faut que les hommes travaillent sur le sujet de l'égalité, qu'ils soient président de la République ou autre, parce que c'est ces alliés qui nous aident. Et il faut que les femmes puissent se sentir qu'on vienne les chercher, si elles ne s'autorisent pas, qu'on vienne les chercher sur les métiers de demain, parce que effectivement, tous les accords autour de la parentalité sont importants parce que ça donne un confort, pas qu'aux femmes d'ailleurs. Aujourd'hui, les jeunes générations viennent dans les banques aussi parce qu'on a une parentalité qui est plutôt bien reconnue. Mais il faut vraiment qu'on les accompagne sur les métiers de demain parce que sinon, tous les efforts qu'on fait depuis 20 ans, devant nous, on va avoir des vents contraires qui vont nous empêcher d'avoir ces progressions telles qu'on les a eues dans les 10 dernières années. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles viennent pour elles-mêmes, mais aussi, vous l'avez dit, elles viennent surtout pour la génération d'après. Pour les générations qui suivent. Et mais une fois qu'elles les sont jeunes là, femmes, les jeunes filles qui sont dans leur entourage, dans leur environnement. Vous voulez réagir, André Guy ? Alors justement, je suis totalement dans la ligne de ce que dit Caroline Courtin. Et pour autant, je voulais juste redonner quelques chiffres, très peu, je vous rassure, en tant que banquier, mais pour dire qu'il y a aussi des pans entiers qui ont vraiment évolué. Moi, je trouve intéressant, par exemple, qu'aujourd'hui, si on prend les techniciens des métiers de la banque, donc l'ensemble des non-cadres, c'est aujourd'hui, l'écart salarial, il est de 0, voire même il est de 0,1 en faveur des femmes. Donc, c'est-à-dire qu'il est à 0. Chez les cadres, c'est vrai que ça commence bien évidemment là à décrocher, il est de 10%. Donc, ces chiffres, ils sont intéressants. Et si on prend des populations qui ont une certaine homogénéité, comme par exemple les conseillers de clientèle, l'écart hors prime, il est de 2,5%. Donc, je veux dire, il y a sur des pans entiers quand même d'activité, ça a bougé. Après, c'est à l'intérieur, effectivement, que l'on va retrouver des écarts. Et c'est là où il y a toute la dynamique, mais je crois que c'est un des cœurs de notre sujet. Mais en revanche, sur quand même certaines grandes masses, on s'aperçoit que les écarts, ils sont, comme je viens de le dire, 0 sur les TMB, 10% sur les cadres. Et j'ai pris, je regardais un petit peu nos chiffres, j'ai pris les niveaux K. Alors, dans notre jargon, c'est le dernier niveau de la convention collective, donc le plus haut niveau. L'écart sur le 5e décile, donc au milieu, il est de 5%. Il est de 2% sur le premier décile, mais sur le 5e, il est de 5%. Pardon. Vous voyez que même sur des hauts niveaux, l'écart, il demeure, mais il est, je trouve, réduit. Et c'est quand même très encourageant. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas passer à la phase 2. Et au sein de ces 5%, il y a beaucoup de disparités, et bien évidemment sur les métiers, puisque si on dit, on a bien évidemment 77% de femmes dans les RH et moins de 20% dans les fonctions finance et banque de financement. Voilà. Bon, je vois Mireille Réveillé. Voilà. Alors, je m'empresse de... Ah. Voilà. J'ai bien pris pour être toujours hors prime. Oui, c'est hors prime. Dans le réseau, les primes, c'est 4-5% de la rémunération. Donc, oui, mais c'est parfois pas neutre. C'est sur les primes que vous vouliez réagir, peut-être, non ? Pas que. Mais non, effectivement, l'équilibre, on le retrouve au niveau des niveaux hiérarchiques, enfin, des niveaux qui sont prévus dans le barème. Classification. Dans la classification, pardon. Par contre, ce dont on ne parle pas là, c'est l'ancienneté qui peut jouer aussi. Donc, effectivement, les salaires à l'embauche et les salaires avec l'ancienneté peuvent effectivement se retrouver en équilibre, sauf que si on regarde ça par rapport à l'âge et l'ancienneté dans les emplois, là, les écarts, on va les voir, qu'on ne les voit pas effectivement sur la globalité. Oui. L'histoire. Voilà. Marie-Christine, Marie-Christine, Marie-Christine Verdi-Jouclas, vous réagissiez aussi sur ces questions-là.
sur les primes. Mais je voudrais, moi, que l'on puisse aussi dépasser cela. Vous parliez, je pense, de la proposition de loi aussi de Mme Rixain. Mais il n'y a pas que ces sujets-là. Il y a aussi des sujets qui portent sur la parentalité. Il y a aussi des sujets de conciliation vie familiale, vie professionnelle, etc. Il y a des questions qui portent aussi sur la façon dont on recrute. Voilà, si vous pouviez aussi nous dire votre approche à vous en tant que, pour le coup, avec vos deux casquettes. Non, mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'on puisse continuer à avancer sur ces sujets. Et s'il faut passer par le législatif, il faut qu'on passe par le législatif. Je crois qu'il ne faut pas avoir d'état d'âme. C'est trop important pour notre génération. Enfin, pour notre génération, c'est un peu tard, mais pas tout à fait. Mais au moins pour la génération qui vient, je crois que c'est évident. Parce qu'il y a des choses qu'on ne pourra jamais gommer. Par exemple, par rapport à la rémunération, quand moi je m'arrête 3 ans pour élever par exemple mon enfant parce que c'est mon choix, forcément je prends du retard par rapport à une promotion, par rapport à l'homme qui sera resté au bureau et qui n'aura pas pris ces 3 ans de congé parental. Donc il ne faut pas croire non plus qu'on va pouvoir tout gommer. Mais le fait qu'on ait voté l'affichage des écarts de rémunération, qu'on oblige les entreprises à afficher, je crois que c'est bête qu'on soit obligé, encore une fois, d'en arriver là, mais au final, c'est pas plus mal parce que ça permet d'obliger les entreprises à être contraintes si elles ne veulent pas le faire spontanément. Alors c'est vrai que dans la banque, je vais quand même défendre la banque, c'est plutôt spontané et l'envie et la motivation, elle y est. Et les progrès, encore une fois, je le dis, sont véridiques. Moi, ça fait 30 ans que j'y suis, donc j'ai quand même pu voir l'évolution. Mais il ne faut pas hésiter à utiliser le législatif, et c'est pour ça qu'en fait, ça va faire la 3e loi que nous faisons sur cela. Et s'il faut en faire une encore avant la fin du mandat, je peux vous assurer qu'on la fera. Voilà une belle détermination. Mais oui, mais il faut. L'important, c'est que la loi nous convienne. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais alors la loi est toujours faite d'abord en concertation avec les réseaux concernés. Voilà, bien sûr, les partenaires, les organisations syndicales et les partenaires, c'est évident. Après, le rôle du parlementaire, c'est aussi d'amender le texte de loi, non, mais en fonction aussi de nos convictions et de ce qu'on peut avoir sur nos territoires aussi. Oui, ce que j'entends, et je me tourne... Vous n'êtes pas d'accord avec moi En partie. Ah. Non, on va construire, on va co-construire. Oui, voilà, on va construire. Mais parce que je voudrais qu'on reste un petit peu sur les autres dispositifs aussi, et ce qui a été dit, c'est-à-dire sur cette temporalité. C'est-à-dire qu'il faut aussi le temps de pouvoir avancer. On a parlé des générations, par exemple. Il y a un aspect génération qui s'exprime aussi. Marie-Béatrice Vigneault-Lousteau, vous, justement, sur les dispositifs, vous avez, vous avez décidé d'avoir des objectifs chiffrés, notamment pour... Alors, on vient juste de le faire, justement, parce que je dirais qu'on avait un ensemble de mesures qui étaient des mesures liées à la rémunération, à l'accompagnement des femmes. Et je dirais qu'au-delà de ces mesures-là, ce qui est aussi important, c'est d'encourager les femmes. Hein. Donc, moi, je crois beaucoup aussi au mentoring, au tutorat, enfin, un certain nombre d'accompagnements. Parce que vous avez un peu esquissé ce sujet-là, mais c'est vrai que les femmes ont tendance, et toutes les générations, à dire tout haut quels sont leurs doutes, alors qu'un homme ne les dira pas. Et ça, j'ai envie de dire, elles continuent à le faire. Moi, je dois dire qu'il faut qu'on continue à leur dire, tu as le droit d'avoir des doutes, tout le monde en a, mais s'il te plaît, ne les dis pas tout haut face à un homme recruteur chez qui tu vas instiller le doute. Vraiment ? Voilà. Donc, non, mais elles le font toutes et elles le font encore. Donc, ça veut dire qu'il va falloir encore continuer. Parce qu'en fait, moi, mon idée, c'est quand même de dire que souvent, l'entreprise peut les décourager. Et donc, il faut qu'on travaille sur un ensemble de sujets. Et ensuite, elles se découragent. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait sur les deux sujets ? C'est-à-dire, il faut travailler à la fois sur un certain nombre de dispositifs d'égalité. Il faut travailler sur les biais. Et puis, par ailleurs, il faut travailler pour les encourager. Donc ça, voilà. Mais c'est vrai que nous, on a constaté, mais on n'est pas les seuls, parce que d'autres l'ont fait aussi, mais en tout cas, on a voulu aussi se donner des objectifs chiffrés. Alors, on n'a pas appelé ça des quotas, mais en tout cas, la difficulté quand même qu'on a, c'est qu'on a progressé, je dirais, sur des niveaux intermédiaires de l'organisation, mais par contre, au niveau du top management, on n'avait pas suffisamment progressé. Or, on l'a bien vu, on l'a vu notamment avec la loi Copé-Zimmermann sur les conseils d'administration. C'est parce qu'on a eu des objectifs chiffrés que, en fait, comme par hasard,
juste avant la loi, on nous disait mais on n'aura jamais les femmes. Comme par hasard, on les a trouvées et plus personne ne dit qu'elles ne sont pas légitimes. Et donc, ce qu'on s'est dit aussi, c'est qu'en fait, on n'allait pas assez vite. Et du coup, on s'est donné des objectifs chiffrés qui ont été validés par la direction générale et par le board, et qui nous sont aussi demandés, par exemple, par les agences de notation extra-financière. Hein. Donc, c'est aussi un mouvement de société, hein, tout le monde nous le demande. Et on s'est donné des objectifs, par exemple, d'atteindre 30% dans les cadres, je dirais, le top management de la banque, qui pour nous est déjà un effort significatif et conséquent. Et ça nous paraît nécessaire parce que, quelque part, on a un peu du mal à peut-être enclencher au-delà de toutes les mesures qu'on avait déjà, ça nous paraissait nécessaire d'aller plus loin et de forcer un peu. Parce que tout simplement, au niveau du top management, on réalise aussi qu'on a souvent beaucoup plus d'hommes prêts que de femmes prêtes. Et donc, au moment de faire un choix, finalement, on a aussi un choix de successeurs qui est beaucoup plus large parce qu'il y a beaucoup plus d'hommes prêts sur une succession que de femmes. Et donc, on s'est dit qu'il fallait aussi que, à compétences égales, sur un cadre d'un certain niveau, peut-être qu'on serait amené à choisir une femme. Oui. Et heureusement que ça peut se faire aussi. Voilà. Donc on s'est donné des objectifs chiffrés ambitieux qui pour nous seront déjà une première étape. Sachant que 30%, moi j'arrête pas de leur répéter, l'égalité c'est 50. Hein. Donc ça veut dire qu'après 30, il y aura peut-être 35, il y aura 40. Bon, alors c'est vrai qu'on est assez convaincus. Vous voyez la temporalité. Hein, oui, mais bien sûr. Hein, on a abordé la question rapidement des quotas, là, hein, si j'ai bien compris. Alors, nous, on ne les a pas appelés quotas, mais en fait, on va se le dire, ce sont des quotas. C'est-à-dire que des objectifs chiffrés, engageants, sur lesquels les dirigeants, leur rémunération va dépendre, alors de l'atteinte pas uniquement de ces objectifs-là, mais entre autres aussi de ces objectifs-là, ça commence à devenir sérieux, en fait. Et donc, du coup, là, on sent qu'on est en train de passer la seconde. C'est bien. Dominique Carlac, vous vouliez réagir vous aussi? Oui, je voulais réagir à un mot que j'ai entendu qui était la contrainte. Alors ce mot hérisse toujours un chef d'entreprise, évidemment, dans un système libéral. Donc depuis le début du débat, moi ce que j'entends, c'est que les enjeux, c'est de la compétitivité, c'est de l'attractivité. Derrière l'attractivité, le vrai enjeu aujourd'hui, en 2021, c'est une question vraiment sociétale. C'est-à-dire que le sociétal a pris le pas en réalité, sur l'économique, puisque ça n'est plus qu'un enjeu de performance, qu'un enjeu de compétitivité, mais d'attractivité pour les nouvelles générations, même pour la société, la façon dont elle pense en 2021. Et l'état des lieux, c'est que c'est un héritage. C'est-à-dire la société comme elle pense et comme elle veut en 2021, c'est de la mixité, c'est être plus attractive avec plus de parité. Mais nous avons un héritage à assumer. Et donc, ce que j'ai entendu également dans le débat, c'est qu'il y a des disparités. Il y a des disparités. Ici, on est dans un secteur exemplaire, le secteur bancaire. On a eu des chiffres. On est même plus en avance que dans bien d'autres secteurs. Absolument. Parce que depuis 20 ans, il y a des travaux qui sont menés. Et puis parce qu'il y a une population qui est plus également féminine que dans d'autres secteurs, que l'industrie lourde ou d'autres industries moins féminines. Donc, on constate en 2021 qu'on est en avance sur le plan sociétal, mais qu'on a un héritage qui génère des disparités et que quand j'entends le mot contrainte, je ne suis pas magicienne et je ne pense que personne ne peut être magicien de se dire on va corriger par la contrainte, voire par la diabolisation de certains chefs d'entreprise qui malheureusement n'y sont pour rien. Ils n'ont pas voulu la disparité, ils en ont hérité. Donc, du coup, on est d'accord sur les constats qu'il faut faire quelque chose. On est bien évidemment d'accord sur les constats. On est d'accord qu'on a toutes et tous intériorisé des stéréotypes. Et que ce n'est pas par la contrainte et la diabolisation qu'on va les changer. Donc la question, c'est de se dire quelles sont les modalités pour changer le plus vite possible. Et donc le point de vue du MEDEF là-dessus, c'est deux mots, c'est inciter, accompagner. Et inciter tant sur le plan, je dirais, des entreprises et des chefs d'entreprise, mais ça ne suffisait pas.
Et c'est là où on s'est dit, en fait, il faut qu'on raisonne à 2 niveaux. Il faut inciter collectivement les entreprises, mais il faut inciter individuellement les femmes, d'où la création Femmes du MEDEF. Du réseau. Voilà. Et ensuite, deuxième mot-clé, derrière l'incitation, il faut accompagner plutôt que contraindre. Il faut accompagner, parce qu'une entreprise du Tarn qui est sous-traitante de l'aéronautique, je ne pense pas qu'elle ait les armes, les outils et l'héritage d'une entreprise qui est dans les tours de la défense et qui, depuis 20 ans, fait des grands plans sur la parité. Donc il faut être un tout petit peu réaliste et se dire, nous devons accompagner. Alors comment on accompagne ? On accompagne en commençant par quelque chose que vous avez tous dit, on va déjà mesurer et mettre un peu de chiffres là-dedans pour arrêter de se tromper, de savoir de quoi on parle. Donc on va commencer à accompagner en se dotant d'outils de mesure pour savoir de quoi parle-t-on. Et ensuite d'outils pour progresser, pour tendre et se donner le temps. Alors, on ne va pas se donner une génération. Je pense que là, pour le coup, c'est trop long. Le temps électoral, moi, ce n'est pas mon sujet. Donc, on va se donner le temps de l'entreprise. On va se donner le temps qu'une entreprise puisse faire sa mutation pour pouvoir justement progresser par l'incitation et par l'accompagnement. Merci. Je vais vous passer la parole tout de suite parce que je vois. Mais juste avant, je voulais. Alors, on y va comme ça. Juste avant. C'était pour réagir. Il faut réagir sur les. Alors réagissez, mais après, je voulais aussi entendre Caroline Courtin sur les 2 points, les 2 mots-clés qui ont été cités, c'est-à-dire inciter et accompagner. Il y a un programme que j'ai noté, moi, Emerging Talents, par exemple, qui répond, je crois, à cela. C'est un programme parmi d'autres. Mais on y reviendra après, si vous voulez. On vous écoute. Non, mais parce que je suis tout à fait d'accord avec vous. Et combien de fois on a dit, et d'ailleurs j'ai plein d'exemples où on n'est pas allé dans le législatif justement parce qu'on a dit qu'à partir du moment où il fallait changer les comportements, on ne pouvait que le faire en accompagnant et en incitant. Parce que quand c'est pas parce que vous allez interdire effectivement ou contraindre que vous allez y arriver, s'il faut changer de comportement. Pour autant, vous avez des gens aussi qui sont de mauvaise foi. Et moi je suis sûre qu'une entreprise tarnaise pourra peut-être être plus efficace, même si elle ne l'a pas préparé depuis 20 ans, parce qu'elle aura la volonté d'arriver à une parité, que quelqu'un qui l'a préparé depuis 20 ans. Je pense qu'on ne peut pas non plus le simplifier autant. Et je vais vous donner d'autres exemples. C'est que, par exemple, au niveau des municipalités, si on n'avait pas contraint la parité pour les maires, moi je me rappelle très bien qu'à l'époque, les maires disaient « mais c'est pas possible, on ne trouvera jamais des femmes qui voudront venir au conseil municipal ». Et puis finalement, on en a trouvé. Elles sont tout aussi compétentes, tout aussi efficaces. Et aujourd'hui, ça pose plus de soucis. Pareil pour les départements, vous voyez. Donc, moi, encore une fois, je ne suis pas féministe, militante en disant, parce que j'ai des collègues députés qui sont quand même comme ça et qui veulent absolument tout, la parité à fond, etc., les femmes, etc. Moi, je trouve que l'équilibre est important. Mais je me suis rendu compte, c'est ce que je disais au début, que quand même, quand on oblige la parité, ça permet quand même de faire avancer les choses. Donc, le mot contrainte est peut-être pas judicieux, mais c'était l'idée de dire qu'à un moment donné, si on n'avance plus, il ne faut pas hésiter à aller jusque-là. Voilà. Juste un élément de réponse pour laisser d'autres réactions. La notion d'obligation, pourquoi pas ? Ça donne un objectif. Dans l'entreprise, on est habitué à se fixer des objectifs. Donc, la notion d'obligation, pourquoi pas ? Simplement, se dire une loi qui va s'appliquer à toutes les entreprises, ne tenant pas compte de leur secteur, de leur histoire, de leur spécificité, c'est compliqué à mettre en œuvre. Donc, nous, MEDEF, on est pour des obligations de plan d'action et d'objectifs à atteindre, y compris par la loi. Ça n'est pas un sujet. Donc, on est d'accord. Voilà, là-dessus, on est d'accord. En revanche, aller sur un terrain qui est que c'est les mêmes obligations avec un timing qui sera le même pour toutes, c'est là où on se trompe. On se trompe complètement parce que ça n'est pas forcément applicable. Et qu'on pourrait du coup jouer contre la cause, qui est de se dire, donc on mettra des sanctions, ça va les inciter. En fait, il y aura peut-être des entreprises qui payeront la sanction et qui ne feront rien. On est d'accord. Donc voilà, c'est l'incitativité et la dissuasion font parfois bon ménage. C'est une ligne de crête, en fait. Voilà. Caroline Courtin, sur justement incitation à accompagnement avec cet exemple, mais il y en a peut-être d'autres, certainement. Mais en tout cas, moi, je vais peut-être essayer de réconcilier. C'est vrai que
moi, je trouve intéressant ces objectifs, mais pas dans la... Enfin, voilà, j'entends le mot quota, etc. Chez BNP Paribas, on a 52% de femmes, 48% d'hommes. Donc, vous parlez des talents, par exemple, des talents emerging. On s'est mis une barre, un objectif, alors on appelle ça ce qu'on veut, à 50%. Mais on s'est mis un objectif de 50% de femmes dans les talents parce qu'on a 52% de femmes dans nos effectifs. Donc, il n'y a pas de raison qu'à un moment donné, alors que j'ai 52% de femmes dans les effectifs, qu'on recrute à peu près chaque année autant de femmes que d'hommes, il y a un moment, il y a 20% de femmes dans les talents. Statistiquement, il n'y a pas de logique. Donc, avoir des programmes de talent où on se met des objectifs qui sont des objectifs très en ligne avec nos effectifs, ça me paraît plutôt sain et ça me paraît plutôt logique. Après, ce qui est intéressant dans inciter, accompagner, et ce qu'on fait aussi avec les talents, et avec, avec nos nominations, c'est que nous, on a mis en place des objectifs depuis 2015. Donc, sur tous les top management, on est à 40% maintenant d'objectifs sur 2025. Ces objectifs, ils sont intéressants parce qu'ils disent, bah voilà, on a un objectif. OK, donc comment on va faire pour y arriver ? Ben, on va regarder les plans de succession. Bon, alors, dans les plans de succession, comment on va faire pour s'assurer qu'on a bien les femmes ? On va regarder les populations talents. Etc., etc. Dans les promotions, dans les nominations, quand nous, on a une nomination, notamment voilà, dans le top management, s'il n'y a pas de femmes dans la liste, il n'y a pas de liste. Voilà. Donc, on repasse, on refait une deuxième liste, on refait une troisième liste, mais la liste n'existe pas tant qu'il n'y a pas de femmes dans les listes. Donc, c'est vrai que les entreprises font énormément de choses dans tous les secteurs. Dans le secteur bancaire, on a aujourd'hui la chance d'avoir pratiquement autant de femmes que d'hommes à tous les niveaux. Et donc, on a une obligation face à cette équité aujourd'hui, enfin, cette parité d'effectifs, d'avoir une équité dans le traitement. C'est ça qui me semble et je important. Confirme. Et c'est ce qu'on fait. Enfin, et c'est ce qu'on fait et c'est ce qu'on essaye de faire. Et voilà, avec une rapidité que certains trouvent trop lente, d'autres trop pas assez. Voilà, certains trouvent trop rapide parce qu'ils ont l'impression qu'on les contraint. Mais en tout cas, je pense que vraiment ce travail quotidien qu'on a depuis 20 ans et qu'on continue à faire, il paye et il faut continuer parce que effectivement la société évolue et que les choses ne sont pas figées. C'est pas qu'à un moment donné on s'est dit on a 30% de femmes, bon bah ça y est c'est fait. Non, c'est pas fait. Voilà, l'entreprise elle vit, c'est un organisme vivant. Et certaines banques sont engagées dans le programme Jamais sans elles. Bah, et il se trouve, on en sait quelque chose, je donne juste l'anecdote pour ceux qui nous écoutent, mais en tout cas BNP ne participe pas aux tables rondes s'il n'y a pas au moins un homme, s'il y a des femmes. Pas de mixité. Voilà, il faut une mixité, on est d'accord. Mais c'est valable dans les deux sens. Oui, voilà, on a bien compris ça quand on a monté cette table ronde. C'est important. Absolument. On ne peut pas avoir une table ronde sur la mixité qu'avec des femmes, c'est pas possible. Mireille Ebaï, vous vouliez aussi réagir. Je vais réagir au propos de madame et puis remettre un petit peu en perspective. Vous personnalisez un petit peu l'entreprise par rapport à son chef d'entreprise qui, lui, prend des décisions. On est quand même aujourd'hui à plus de 50 ans de législation sur l'égalité et on se rend compte qu'effectivement, on n'aboutit pas. On n'a toujours pas abouti. Je pense que les entreprises ont une responsabilité. Au-delà du chef d'entreprise, les entreprises ont une responsabilité. Les écarts sont de la responsabilité de l'entreprise. Donc il va falloir à un moment que l'entreprise les assume. Je sais qu'il y a effectivement dans beaucoup d'entreprises des accords qui ont été faits et avec des fonds qui sont prévus pour la réduction des écarts. On parle toujours de réduction, jamais du fait d'annuler ces écarts-là, de suppression des écarts. Or, la loi, si je ne m'abuse, est toujours en vigueur et demande la suppression des écarts. Et si je ne me trompe pas, c'est la loi sur les retraites qui avait annulé en 2010 la date butoir qui faisait que les entreprises devaient avoir éliminé ces écarts. Mais autrement, dans la loi, ça existe toujours. Donc il faut appliquer cette demande-là de supprimer les écarts salariaux existants. Et en l'occurrence, le travail est fait pour les nouvelles générations qui rentrent sur le marché du travail dans les entreprises, mais on va prendre les femmes de plus de 50 ans qui ne sont pas suffisamment traitées à mon goût,
sur cette problématique-là. Donc, il va falloir aussi avancer là-dessus. Et c'est la responsabilité de l'entreprise de travailler ces sujets-là. Alors, on voyait tout à l'heure qu'il y avait certaines catégories où il n'y avait plus d'écart. André Guituroche le rappelait tout à l'heure. Même si, il le disait aussi, il reste du travail sur les temps partiels et sur ces catégories-là, il y a encore des écarts existants qui sont à travailler. Je pense que dès lors que des dirigeantes d'entreprises, y compris la vice-présidente du MEDEF, disent que l'enjeu de la parité et de la mixité ne sont plus qu'une question de performance économique, je pense qu'on endosse véritablement le costume de la responsabilité. Quand on commence à dire que, en fait, ça ne suffit plus, que ça soit un enjeu de performance économique, et qu'en réalité, c'est un enjeu d'attractivité d'une part et d'impact que nous pouvons porter sur des questions sociétales, je pense qu'on est dans notre rôle de responsabilité. On peut appeler ça RSE, mais on peut appeler ça tout simplement l'entreprise responsable qui ne réfléchit plus qu'à un objectif purement économique, de performance économique, mais d'attractivité et de rayonnement dans la société. Donc ça, c'est le premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse, c'est que visiblement, effectivement, le corpus législatif n'a pas suffi depuis 50 ans. Visiblement, ça n'a pas suffi. Et que ce qui a manqué, probablement, c'est les outils, l'accompagnement, l'incitation, parce qu'une loi pour un chef d'entreprise ou un dirigeant ou une entreprise tout court, il faut qu'elle puisse être appliquée, qu'on puisse lui donner des outils. Et nous, on est sur ce terrain-là au MEDEF. On n'est pas en train de vouloir reculer dans la législation et reculer dans la société. On veut plutôt progresser, mais cette fois-ci, il faut progresser, il faut qu'on ait les outils pour. Et donc voilà, c'est simplement le point, c'est de se dire, dotons-nous des outils collectivement et inspirons-nous de là où ça marche le mieux. Et il se trouve qu'aujourd'hui, on est chez les banquiers et que le MEDEF, c'est une interpro et qu'on est bien content d'avoir des bons élèves exemplaires pour pouvoir justement se dire, on va essayer d'accompagner les autres branches sur ce même chemin pour rattraper effectivement probablement le temps perdu. Et c'est aussi le rôle de la branche d'accompagner l'ensemble des acteurs, quelle que soit leur taille. Oui, la branche, elle a un rôle, je pense que c'est même un rôle qu'elle doit encore développer. Aujourd'hui, on a entre guillemets, la chance d'avoir de très grandes entreprises. Donc elles sont capables en tant que telles de mener des politiques d'égalité très volontaristes et avec des moyens importants. Je pense que la branche, là-dessus, elle a une double responsabilité. Elle a une responsabilité vis-à-vis d'abord des autres structures plus petites. Il n'y a pas que les très très grandes banques dans la branche AFB, premièrement. Donc on peut jouer ce rôle de diffusion des bonnes pratiques des grandes entreprises en tant que locomotive, si je puis dire, de l'égalité professionnelle. On doit aussi avoir un rôle de partage des expériences. Je pense que là aussi, on commence à le faire, mais je pense qu'on peut faire mieux. Et puis, un rôle également au sujet des partenariats, au-delà de notre branche, pour travailler plus largement sur comment faire évoluer les mentalités, comment faire évoluer les différentes carrières scientifiques. Et je reviens là sur le propos tout à l'heure, sur la discrimination. Aujourd'hui, je pense, elle n'est plus au sein d'un même métier, d'une même activité. Là-dessus, les banques ont vraiment fait le job. En revanche, la différence, elle est entre les métiers. Et là, en revanche, on a bien sûr les écarts. On retrouve du coup des écarts importants, bien évidemment, puisque les ingénieurs sont souvent nettement mieux payés que les fonctions RH, par exemple. Alors, et donc, voilà. Sur l'accompagnement avec des partenaires, etc., on a une deuxième table ronde où on va aborder cette question-là. Et André Guy, tu seras aussi sur la deuxième table ronde. On va y venir. Simplement, on m'a passé un petit message pour me dire qu'il y avait des questions d'internautes. C'est ça, Mélissa? Oui. Alors, la première question était pour Madame Heribéry. L'internaute demandait, avez-vous des idées d'initiative sur comment aller encore plus loin? La négociation d'abord, effectivement, dans les entreprises et au niveau de la branche aussi sur ces sujets-là. Et puis, s'il y a besoin, les contraintes législatives. Moi, je pense qu'effectivement, si on veut avancer et si on veut avancer vite, à un moment, la contrainte est une des solutions pour avancer. Ça n'est pas la seule, mais ça peut en être une. Et qui, je pense, effectivement, il ne faut pas négliger.
Oui, donc on a eu... Alors, je ne sais pas à quel moment a été posée la question pendant le débat, mais je pense qu'effectivement, il y a eu un échange hein, sur ces pistes-là. Et puis, une deuxième question, vous nous disiez, Mélissa. Oui. Donc, la seconde question était pour les 2 établissements bancaires. Dans un secteur porteur comme celui de la banque, la mixité est-elle un levier de croissance, à votre avis? De croissance, de performance? Qui s'y risque? Je veux dire que de manière évidente, aujourd'hui, c'est un sujet incontesté de performance et d'attractivité employeur, en fait. Donc, et c'est vraiment incontesté, je dirais, aujourd'hui. C'est attendu, même. Voilà. Et donc, en fait, c'est un vrai enjeu d'attractivité de nos talents, de nos jeunes générations, dans un monde qui est quand même très compétitif. Voilà. Enfin, moi, c'est ce que je dirais. Hein. Moi, je pense que c'est même vital pour le secteur bancaire aujourd'hui, parce que, enfin, pour tout. J'ai envie de dire pour tous les secteurs, mais alors là aussi il y a encore des chiffres de McKinsey, il y en a plein qui circulent, pas que sur les banques, qui montrent qu'à partir du moment où une entreprise a dans son top management de la diversité, elle est plus performante financièrement. Donc voilà, ça c'est assez factuel. Ce qu'on voit nous dans les banques quand même, c'est que les banques aujourd'hui, enfin depuis plusieurs années, elles sont extrêmement challengées par tout un tas d'acteurs et elles ont besoin d'être dans l'innovation. C'est un secteur qui se digitalise énormément, c'est un secteur qui évolue énormément et qui a besoin d'être innovant et d'être plus agile qu'il ne l'était. Et si on veut être agile, innovant, plus multisource, aller vers nos clients en leur proposant plus de solutions, il faut qu'on soit divers. Parce que, et vous l'avez dit tout à l'heure, quand il y a des conseillers clientèle qui ne reflètent pas la population qui est autour d'eux, en fait, ils n'arrivent pas à aller vers leurs clients. Donc pour nous, toute cette diversité, elle est clé aujourd'hui pour aller chercher nos clients, pour être représentatif de nos clients et pour être très innovant, parce qu'on le voit bien, à partir du moment où on a des gens différents autour d'une table, des gens dans lesquels on peut avoir de la dissonance, ça permet derrière d'être innovant et d'être plus proche de ses clients. Donc pour moi, c'est effectivement clé aujourd'hui. C'est un facteur de compétitivité, c'est un facteur même de survie au-delà de la croissance. Alors, je vois qu'on arrive quasiment au terme. Je me tourne, voilà, hein, puisqu'on a démarré avec un peu de retard, on en est désolé, on s'en excuse, mais on arrive au terme de cette première heure, de ce premier tour de table, de cette première table ronde, avec donc cet enseignement. Je pense que tout le monde est assez d'accord avec ça, c'est-à-dire qu'au fond, la diversité, c'est une richesse, c'est ça, c'est cette innovation-là, et c'est le premier enseignement de tout ce qui a été engagé par vous, évidemment dans vos fonctions, également les OS bien sûr, dans la négociation paritaire. Et donc, il me reste à vous remercier pour ce premier set, pour cette première table ronde.